Bonjour à vous tous. Nous allons aujourd'hui terminer la troisième vidéo sur réponse à un acte d'accusation de Victor Hugo. Il s'agit donc de la fin de l'analyse linéaire qui ne concerne que les 6 derniers vers, du vers 60 au vers 66, ce qui correspond à la deuxième et dernière partie de l'extrait, qui est plus courte, on le voit, par rapport à la première partie, et qui permet de mettre en valeur le rôle joué par Victor Hugo au sein de la littérature et de la langue. Le vers 60 et le vers 61. Alors, brigand, je vins. Je m'écriais, pourquoi ceci toujours devant, cela toujours derrière. Ce vers se présente en fait comme une version parodique du très célèbre vers de Boileau. Boileau était un auteur de l'époque classique qui a écrit un art poétique dans lequel il a non seulement établi la règle bien connue du théâtre classique, alors les règles à vrai dire, puisqu'il s'agit d'une part de la règle dite des 3 unités, à savoir l'unité de lieu, l'unité de temps et l'unité d'action, et puis par ailleurs la règle de la bienséance et de la vraisemblance. Dans cet art poétique, Boileau s'est aussi montré un ardent défenseur des anciens pendant la querelle qui a opposé au XVIIe siècle les anciens, donc, qui prônaient une esthétique entièrement calquée sur les modèles de l'Antiquité gréco-latine, et par ailleurs les modernes, qui revendiquaient le génie de la langue française et la capacité des auteurs dits modernes, c'est-à-dire du XVIIe siècle, à innover dans le domaine littéraire. Donc, dans cette querelle dite des anciens et des modernes, Boileau s'est toujours placé du côté des anciens. Et il écrit dans cet art poétique un vers qui est resté très célèbre, qui est le suivant. « Enfin, Malherbe vint, et le premier en France fit sentir dans les vers une juste cadence. » C'est pourquoi le vers 60, « Alors brigand je vins » est bien une parodie du vers de Malherbe, du vers de Boileau. Alors, enfin Malherbe vint. Et nous entendons dans la référence qui est faite à Malherbe, qui était lui-même un grand poète français du XVIe siècle et qui est lui aussi resté célèbre pour avoir créé justement l'harmonie classique de l'alexandrin. Cette harmonie prédominera pendant tout le XVIIe siècle et ce jusqu'à la moitié du XIXe siècle. Donc Malherbe est la référence majeure des théoriciens classiques et est loué par Boileau dans ce célèbre hémistiche « Enfin Malherbe vint » où il apparaît comme l'homme providentiel de la poésie française. Nous entendons donc dans cette parodie, dans ce vers 60 de Victor Hugo, une reprise qui est destinée à imiter dans la forme le vers de Boileau, mais pour s'en moquer. Puisque, à la place de Malherbe, ce poète donc de l'esthétique classique, eh bien Victor Hugo se place, lui, en sujet. Je vins à la place de Malherbe vint. Alors, du coup, il se substitue, avec une certaine emphase, à Malherbe, puisque on voit qu'il se désigne par ailleurs par le terme de brigand. Donc on voit ici qu'il n'est pas du tout, il ne se regarde pas comme quelqu'un de majestueux, mais au contraire comme quelqu'un qui va commettre quelques méfaits. Nous pouvons noter dans ce premier hémistiche un rythme ternaire, alors, brigand, je vins, avec uniquement des groupes de 2 syllabes, alors 2 syllabes, brigand, 2 syllabes, je vins, 2 syllabes, ce qui semble marteler l'arrivée impromptue et inespérée de Victor Hugo, qui vient, lui, dépoussiérer la langue française, en faire tomber l'ancienne hiérarchie entre les registres, comme il l'exprime dans la suite du vers, avec ce passé simple, je m'écriais, qui permet d'introduire une question directe, pourquoi ceci toujours devant, cela toujours derrière. Les 2 pronoms démonstratifs, ceci, cela, font référence aux mots dont il vient de nous parler dans la première partie. Ceci toujours devant, ce sont les mots du registre noble, du registre élevé. Cela toujours derrière, ce sont au contraire les mots de la langue familière, voire argotique. Donc, nous pouvons noter par ailleurs, entre le vers 60 et le vers 61, la présence d'un contre-rejet qui permet de souligner la manière dont, en même temps que Hugo nous explique qu'il vient bouleverser la hiérarchie des registres, il vient aussi bouleverser la versification. À partir du vers 62, et sur l'Académie Aïeul et Douairière, nous voyons que c'est à présent sur l'Académie française que Victor Hugo va faire
porter son poème, et il traite cette insigne institution avec une certaine familiarité, puisqu'il lui enlève son adjectif française pour ne garder que le nom propre avec une majuscule, et sur l'Académie. Et par ailleurs, il en fait le support d'une personnification qui est plutôt péjorative. Il y a deux noms communs, aïeul et douairière, qui lui sont associés, puisque nous avons ici affaire à un complément du nom apposé au nom Académie. Et ces deux noms communs la présentent comme une vieille dame, une ancêtre très éloignée, c'est le sens du terme aïeul, et par ailleurs la gardienne de la tradition avec le terme douairière, dans lequel nous avons une diérèse, ce qui donne en plus de l'importance de l'amplification au mot. Alors au sens propre, une douairière, c'est une femme veuve qui bénéficie d'une pension alimentaire après la mort de son mari. Et par extension, le terme est devenu une manière de désigner une femme âgée et riche, membre de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie. Donc on voit ici que l'Académie est désignée comme une vieille femme très privilégiée par Victor Hugo. La personnification est résolument de registre comique, comme toute la fin du texte. L'Académie, en effet, cache sous ses jupons les tropes effarées. Alors, qu'est-ce que sont des tropes? Ce sont des figures de style. Donc, ici, nous avons une autre personnification avec cette fois-ci les tropes qui sont effarées, c'est-à-dire effrayées. Et par ailleurs, nous avons aussi les bataillons d'Alexandrins carrés. Donc, une métaphore qui est utilisée pour montrer que les Alexandrins semblent former une petite armée de procédés d'écriture poétique. Et tous ces procédés d'écriture poétique sont absolument effrayés face à l'attaque en règle que leur fait subir le héros Victor Hugo, qui leur livre un combat sans merci. La parodie se fait donc à présent de façon traditionnelle par rapport au registre épique, puisqu'en effet, Hugo revisite l'épopée pour la transposer dans le domaine littéraire. Il se décrit comme un valeureux révolutionnaire, un combattant, qui prend d'assaut le vieux dictionnaire, comme on le voit au vers 66, je mise un bonnet rouge au vieux dictionnaire. Ce bonnet rouge correspondant évidemment au bonnet phrygien, c'est-à-dire au symbole de la révolution. Le souffle dont il nous parle au vers 65, je fis souffler un vent révolutionnaire, est donc celui de la révolte, évidemment, et de la liberté. Il écrit donc un texte dans lequel il mélange le registre épique et le registre comique, ce qui nous donne ce qu'on appelle un texte de registre héroïque comique, c'est-à-dire où il utilise un registre élevé, mais pour parler d'un sujet banal. Et dans ce texte, il apparaît comme le héros, et par ailleurs, il nous révèle, une fois de plus, à la fois le génie de sa plume et la vivacité de son humour. On trouve par conséquent un lien entre ce qu'il dit avoir fait et la manière dont il le dit. Nous voyons qu'il mélange les siècles et qu'il ne craint pas les anachronismes, puisqu'il crée une scène très drôle dans laquelle Corneille, Racine et Molière côtoient Voltaire et Hugo, comme nous l'avons vu dans le passage précédent, pour rejouer finalement la querelle des anciens et des modernes. Évidemment, Victor Hugo est la figure importante et centrale de cette petite scène, et il se situe du côté des modernes. Nous voyons par ailleurs que, entre les vers 65 et 66, il fait rimer les deux termes révolutionnaire et dictionnaire, dans lesquels nous trouvons deux diérèses et des rimes léonines, c'est-à-dire des rimes dont le nombre de sons rimant entre eux est supérieur à 3. Nous voyons que nous avons jusqu'à 6 sons qui riment entre eux, entre révolutionnaire et vieux dictionnaire. Les deux termes vont ici s'opposer lexicalement, puisque le premier renvoie à 1789, je vous rappelle qu'au vers 40, il avait parlé de cette date 89, alors que le second renvoie au classicisme du XVIIe siècle et au fameux dictionnaire de l'Académie française. La fin de l'extrait est donc une parodie du registre épique et se clôt significativement sur ces deux termes. Mais c'est en fin de compte l'adjectif révolutionnaire qui est le plus mis en avant, puisqu'il compte à lui seul un hémistiche complet, puisque révolutionnaire, avec la diérèse, fait 6 vers. Alors, pour conclure,
Je vous rappelle la problématique sur laquelle nous avions commencé. Comment Victor Hugo utilise-t-il l'écriture poétique autobiographique pour démontrer qu'il existe une continuité entre ses combats idéologiques, littéraires et politiques? Alors, nous pouvons faire une synthèse et répondre à cette problématique. Il exprime bien l'héritage de 89, auquel s'ajoute la révolution littéraire que fut le romantisme, et celle de 1848, qui est contemporaine de Victor Hugo, qui écrit ce texte « Réponse à un acte d'accusation » 6 ans plus tard, à savoir en 1854. Ce poème est donc pour Victor Hugo la possibilité de créer et d'exhiber la continuité idéologique qui existe par-delà les siècles et en dépit des anachronismes entre Corneille, Molière, la Révolution française et lui-même. Cette continuité est bien à la fois littéraire et politique, comme on l'a dit au tout début. Victor Hugo s'adresse en effet dans ce texte au public de 1856, puisque les Contemplations sont publiées en 1856, pour lui signifier que le combat idéologique qu'il mène pour libérer les mots et les lettres, et la littérature de manière générale, à l'époque romantique, dans les années 1830, est porté par le même souffle révolutionnaire que celui qu'il mène dans les années 1850 pour la République, en voulant mettre fin aux castes et aux injustices dans la société et en se rebellant contre un pouvoir réactionnaire, celui de Napoléon III, qui a confisqué la République et la liberté aux Français et qui a amené Victor Hugo à s'exiler à Guernesey. Voilà, je vous remercie et à la prochaine fois. Au revoir.